Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai créé la marque Patine. On fête bientôt nos 2 ans et l'idée c'est de créer un vestiaire complet de vêtements, l'un après l'autre, tranquillement, en travaillant hyper bien les matières pour faire des vêtements qui durent longtemps, qu'on va aimer longtemps, mais qui sont faits aussi avec les meilleurs ingrédients possibles. On essaie de développer nos formules. On a démarré avec un t-shirt, ensuite on a fait un sweat, on a lancé nos jeans, on a fait nos bijoux et puis on fait grandir la famille Patine comme ça et aussi grandir une communauté sur Insta. Bonjour, je suis Stéphanie, je suis photographe de mode et fondatrice de le magazine Pichikin qui parle de mode éthique et durable en Australie et Nouvelle-Zélande. Alors, je m'appelle Youssouf, j'ai 29 ans et je suis cofondateur de Maison Château Rouge. Maison Château Rouge, c'est une marque de prêt-à-porter qui s'inspire du quartier qui porte le même nom dans le 18e arrondissement de Paris, où l'idée c'est d'acheter tous nos tissus chez les commerçants du quartier, produire à Paris. Tout ça, ça nous permet de financer un projet social qu'on monte en Afrique qui vise à participer de façon collaborative au développement de petites entreprises africaines. C'est dans le cadre de la Fashion Revolution qui a été qui est un mouvement global qui s'est inscrit suite au scandale du Rana Plaza. Au milliers de personnes qui sont décédées pendant cet effondrement au Bangladesh. L'année dernière, on avait été contacté par Fashion Revolution Angleterre qui nous demandait de prendre action dans cette semaine dédiée à repenser la mode, ses champs d'action, l'innovation, comment être plus transparent, comment mieux produire. Et du coup, on avait décidé d'ouvrir nos bureaux. On avait ouvert nos premiers bureaux qu'on a toujours, qui sont à Bastille. Et on avait eu beaucoup de personnes, au moins 400 personnes dans la journée. Donc c'était un peu intense. Et là, du coup, on a décidé de le faire ici dans notre deuxième bureau. Parce qu'on était un peu trop pour tous rester à Bastille. Alors, quand Marine dit on, parce qu'il y a une classe de jeunes étudiants qui nous a rejoints aujourd'hui, et je ne sais pas s'ils savent exactement où ils sont. Ici, on est dans les bureaux de Veja. Je ne sais pas si vous étiez au courant, si quand même. Ouais. Qui est une marque de basket différente. Et en fait, on ouvre nos bureaux pour accueillir plein de gens qui ont monté des projets extraordinaires et avoir différents sons de cloche. Donc on fait ça toute la journée. Ce matin, on a beaucoup parlé de Veja. Il y avait 70 étudiants qui étaient venus poser des questions parce qu'on reçoit beaucoup de demandes d'étudiants qui posent des questions, qui font des mémoires, etc., qui sont un peu plus âgés que vous, hein, qui ont entre 22 et 25 quoi. Et il y avait un podcast aussi d'un garçon qui s'appelle Adrien et qui fait un podcast qui s'appelle Entreprendre dans la mode. Tout ça c'était ce matin. Et cet après-midi c'est plus ouvert à plein d'autres projets. De beaux projets qui nous inspirent et qui repensent un peu le monde de la mode d'aujourd'hui. Et ce qu'on essaie de faire, juste après on vous laisse la parole, ce qu'on essaie de faire c'est qu'il y ait vachement d'interaction. Donc n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à interrompre la fille ou le garçon qui est en train de parler pour lui poser une question si ça vous vient. Essayez de laisser parler un peu quand même, mais n'hésitez pas à ce que ce soit complètement ouvert et c'est le thème de la journée en tout cas. Et bienvenue à toutes et tous, on est ravis que vous soyez là. Si jamais il reste des classes devant, n'hésitez pas à venir, vous serez moins sérieux. Et juste on voulait donner la parole au professeur, ou comment on dit professeur. Je vais introduire la classe un peu. Bonjour, on est deux professeurs, mon collègue de maths qui est au musée. Donc c'est la terminale ES2 de Drancy. C'est une classe de terminale ES qui est en train de préparer le bac, préparer les études supérieures surtout. Et on ne parle pas beaucoup de la mode dans le programme économique, mais enfin je suis professeur d'économie. Et dans le programme d'économie, on décrit beaucoup le monde tel qu'il est. Et on essaye, en les mettant au travail et en les poussant à devenir rigoureux, ambitieux, des banlieusards déterminés, on les pousse à comprendre que le monde tel qu'il est, il est tel qu'il est, mais que c'est bien aussi d'en inventer un nouveau, de ne pas se contenter du monde tel qu'il est, qu'on peut changer le monde aussi, notamment il y a des choses qui ne conviennent pas socialement ou écologiquement, déjà ça fait très bien. Donc du coup, il y a 33 élèves et nous, les deux professeurs principaux. Voilà. Donc on est à Drancy, pas très loin de Villepin. Je viens, monsieur.
Voilà. Est-ce que vous connaîtrez déjà ce projet? Ouais, les élèves ont été un peu briefés sur Veja. Sur tous les intervenants? C'est cool. Bienvenue à tous et merci d'avoir répondu aussi présent. Et n'hésitez pas, on n'est pas en classe, donc n'hésitez pas à poser des questions comme ça, vraiment, dès que ça vous vient, à lever la main bien sûr et à interrompre les intervenants. C'est vraiment, on essaie que ce soit un échange, que ce soit très libre. Je vous laisse écouter une bonne conférence. Merci tout le monde d'avoir venu pour assister à la débat d'entreprendre pour une mode différente. Ici avec Youssouf de Maison Château-Rouge, Charlotte de Patine et Kim de About a Worker. Moi, je m'appelle Stéphanie. Je pense que vous avez déjà remarqué, j'ai un accent anglophone, je suis australienne et je suis fondatrice du magazine Peachy Keen que j'ai lancé l'année dernière, qui parle de la mode éthique et durable en Australie et Nouvelle-Zélande et qui parle de designers locaux qui essayaient de penser à la mode différemment et offrir des choix différents. Et je vais laisser vous présenter aussi. Bonjour à tous, moi je m'appelle Youssouf, j'ai 29 ans, je suis originaire de Villepinte, donc dans le 93. J'ai aussi fait un bac ES et aujourd'hui, donc il y a maintenant 4 ans, j'ai fondé la marque Maison Château-Rouge, qui est une marque de prêt-à-porter d'inspiration africaine, où on achète nos tissus dans le quartier de Château-Rouge. Je ne sais pas si vous connaissez tous Château-Rouge. Château-Rouge, c'est le quartier africain de Paris. C'est le quartier où on retrouve de nombreux commerçants de tissus en wax notamment. Et l'idée c'était de travailler avec cette diaspora, travailler localement, acheter mes tissus, produire à Paris et pour participer en tout cas à mon petit niveau au développement de l'économie locale. Et tout ça, ça a été monté dans l'objectif de faire un projet social plus global qui s'appelle les oiseaux migrateurs et qui est un projet qui a pour objectif de participer au développement de petites entreprises africaines. Parce que depuis qu'on est en âge de travail, je vais peut-être un peu trop parler ou ça va, je peux aller okay. Et parce qu'en fait, depuis qu'on est en âge de travailler chez moi, j'ai mes parents qui sont la première génération à être venus en France, donc ils envoient une partie de leur salaire au village pour aider à financer des besoins qui sont primaires souvent, qui sont santé, alimentation, pour des frais de scolarité, pour s'habiller, etc. Mais tout ça, en fait, ça crée une dépendance des populations locales vis-à-vis de la diaspora africaine. Et on sait qu'il y a de nombreuses problématiques sur le continent africain qui sont liées à un manque d'autonomie, pas beaucoup d'emplois, pas beaucoup d'infrastructures. Donc c'est des points qui pour nous sont essentiels pour qu'on puisse libérer une croissance sur le continent africain et permettre un développement économique et social plus durable. Et selon nous, en fait, il y a énormément d'ONG, d'associations présentes sur le continent africain. Il y a beaucoup d'aides internationales. Pour vous donner un ordre d'idée, l'envoi d'argent réalisé par la diaspora africaine à travers le monde correspond au montant des aides internationales qui sont envoyées sur le continent africain. Et malgré ça, on voit qu'il n'y a pas de développement économique et social plus durable. Et pour nous, en fait, on est persuadé que tout cela passe par l'entrepreneuriat, parce qu'avec l'entrepreneuriat social, aujourd'hui, on est capable de pouvoir changer les choses plus durablement. Et c'est la raison pour laquelle on a essayé de se concentrer dessus. Et pour parler un peu plus personnellement sur mon parcours, donc j'ai fait un bac ES à Villepinte, donc au lycée Jean Rostand. Ensuite, après ce bac ES, je suis allé à la fac à Villetaneuse dans le 93 parce que justement, je n'avais pas bien fait mes demandes, mes vœux. Donc ça a été un peu problématique, donc je me suis retrouvé à la fac, j'ai fait un semestre et j'ai compris que c'était pas pour moi parce que j'allais pas beaucoup à l'université, etc. Et ensuite, j'ai fait un BTS Banque. J'ai fait un BTS Banque en alternance et là je l'ai fait dans le 18e arrondissement, à côté de ma boutique où je suis actuellement. Et mon BTS Banque, je l'ai fait dans une banque, disons, classique, qui est le Crédit Lyonnais. Et j'ai fait 2 ans là-bas. Et très vite, en fait, je me suis aperçu que c'était quelque chose que je voulais pas faire à long terme. Parce qu'au départ, en fait, j'y allais en tant que conseiller clientèle et finalement, je me retrouvais à être commercial et à vendre des produits bancaires à mes clients, mais qui n'étaient pas du tout adaptés à leurs besoins, mais plutôt par rapport à mes objectifs que j'avais, parce qu'on avait des tableaux d'objectifs tous les matins où on avait un classement des conseillers par département, par région et ensuite sur la France. Et tout ça, en fait, pour moi, c'était trop... c'est pas quelque chose avec lequel j'étais à l'aise, même si j'étais pas capable de savoir ce que je voulais faire plus tard.
je savais que j'étais pas à l'aise avec ça. Donc j'ai décidé d'arrêter, donc j'ai validé mon BTS et ensuite donc j'ai rebondi sur autre chose. Je suis allé dans le web qui commençait à se développer de plus en plus et j'ai travaillé dans une start-up pendant 2 ans. J'ai toujours fait de l'alternance parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me financer des études supérieures. Donc l'alternance était un moyen pour moi de pouvoir continuer mes études et en même temps être payé. Et de là, donc, j'ai fait donc, mes 2 ans dans une start-up web. Et ensuite, je me suis retrouvé à nouveau à la banque lorsque je devais travailler. Mais cette fois-ci, j'ai travaillé au Crédit Coopératif, qui est la banque de l'économie sociale et solidaire, où j'ai travaillé pendant 3 ans au service informatique. Voilà, globalement, mon parcours. Merci. Ok, alors moi aussi j'ai fait un bac ES. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai créé la marque Patine qui aura bientôt 2 ans. J'ai mis, là je vis le rêve de ma vie, mais ça fait 15 ans que je rêvais de monter ma marque, donc si j'ai un premier conseil aux jeunes et aussi en particulier aux filles qui pensent qu'elles ne seront pas capables et qu'on leur a mis dans la tête que c'était difficile et tout, osez plus vite quoi. L'avantage quand même d'avoir attendu 15 ans, c'est que j'étais hyper prête. J'avais encaissé des milliards d'idées et j'avais voilà et aussi alors j'ai pas beaucoup de souffle parce que je suis très enceinte donc pardon. L'avantage aussi c'est que toutes mes idées que j'avais gardées en moi dans les valises, tous ces projets que j'avais pas lancés, peut-être qu'il y avait une raison aussi et quand je me suis lancée j'y croyais à fond et aujourd'hui donc la marque Patine c'est exactement ce en quoi je crois et j'espère que je suis pas la seule ça correspond aujourd'hui en fait à ce que je suis et ce que je vise c'est-à-dire que moi j'ai une enfance dans les années 80 et une adolescence dans les années 90, je suis un peu plus vieille que Youssouf. Et du coup, j'ai découvert Zara quand c'est arrivé, j'ai trouvé ça incroyable. J'allais chez Pizza Hut et McDo tout le temps avec mes parents, en plus ils travaillaient beaucoup, donc c'était beaucoup malbouffe chez moi, mais j'ai trouvé ça génial. J'étais fascinée par les US et par ramener des Levi's, donc j'étais dans l'hyperconsommation et en fait tout ça a évolué avec le temps. Et du coup, en fait, je garde une nostalgie assez joyeuse de cette époque parce que c'est quand même une époque optimiste, positive, hyper glitter, avec de la joie et en même temps qui est plus du tout possible aujourd'hui. Pas en termes de joyeuseté, mais en termes de consommation, en termes d'empreinte environnementale, en termes d'impact, quoi. Et du coup, l'idée de Patine, c'est justement d'essayer de garder tout le plaisir qu'on a à aimer les habits, à s'habiller, à aimer les choses chouettes, mais en le faisant avec les contraintes d'aujourd'hui qui sont limiter l'impact en termes d'utilisation d'eau, pollution de l'air. Et ce qu'on essaie de faire avec Patine, c'est d'expliquer ça, mais de manière cool et en s'adressant aux gens qui commencent à s'y intéresser ou ne savent pas que la mode est polluante. Voilà, c'est pas les convaincus ils viennent déjà acheter chez nous, mais le but c'est pas ça, c'est que tous on s'y mette. Voilà. On a lancé pour l'histoire, on a lancé en fait il y a bientôt 2 ans avec juste un t-shirt, mais on a développé une matière avec des partenaires au Portugal qui est une matière bio, recyclée et super épaisse, texturée comme les t-shirts vintage que moi j'aime bien et surtout du coup qui va s'user joliment dans le temps parce qu'en fait il faut réapprendre à consommer moins mieux mais du coup si c'est pour se fouetter ça sert à rien donc il faut le faire avec des habits qu'on aime et ça a bien marché. Ensuite on a développé une matière de sweat, ça a bien marché. Du coup on a développé nos jeans. Ça a super bien marché. Donc voilà, on continue. Du coup, on a fait des bijoux et en fait, donc on ouvre catégorie par catégorie en essayant soit de développer nos propres matières, nos propres formules pour qu'elles répondent à notre cahier des charges à la fois belle mais hyper respectueuse de nos convictions. Ou alors on les source si on n'est pas capable nous de les développer ou si elles existent déjà sur le marché. Voilà, et après on est au tout début et on communique surtout sur Instagram. On ne dépense pas de marketing pour l'instant, donc on est inspiré de Veja. Et puis aussi on n'a pas d'argent. Et voilà, et je suis hyper contente de pouvoir vous partager ça ici parce que c'est trop cool. Excusez-moi, comment est-ce que vous sourcez vos matières potentiellement, c'est des habits qui viennent d'où? Par exemple, on fait des questions, c'est bon ouais, non. Du coup, par exemple, le coton du t-shirt, c'est du coton qui pousse en Turquie, côté mer Égée. Donc déjà, c'est un coton bio, bien sûr.
Et c'est un des cotons bio qui pousse le plus près de nous parce que du coup forcément comme il vient de pas trop loin par rapport à un coton bio d'Inde par exemple, il a déjà moins de kilomètres pour venir jusqu'à chez nous, donc il a une empreinte environnementale moins forte. Et ensuite le partenaire avec qui on travaille sur le fil, il est capable en fait de récupérer tous les déchets de fil au moment du filage et de les réintégrer dans le fil. Du coup on arrive à mettre 40% de recyclage dans notre fil de coton. Et c'est ça qui fait des économies d'eau, parce qu'un coton bio, c'est super pour la pollution, pour la santé des travailleurs, voilà. Mais par contre, ça utilise autant d'eau qu'un coton ordinaire. Et si on vous dit le contraire, c'est pas vrai. Et du coup, mettre du coton qui irait à la poubelle, donc recyclé, c'est ça qui va faire alléger l'eau. Et ce fil-là, en fait, donc le coton, il est transporté au Portugal, il est filé au Portugal. Ensuite, nous, on a un partenaire tricoteur qui le tricote selon notre cahier des charges d'épaisseur, faut pas que ça vrille et tout ça, donc de qualité. Et ensuite, on confectionne, voilà. Donc c'est ça à peu près la chaîne. Super, merci. Bonjour, je m'appelle Kim Hu et je suis la fondatrice de Bateau Worker. Alors, Bateau Worker, c'est quoi? C'est une marque de mode, même plutôt un mouvement qui permet aux ouvriers d'usine de pouvoir s'exprimer à travers le vêtement. Donc on leur permet de s'exprimer en leur donnant la chance de devenir designer, comme moi par exemple j'ai une expérience en tant que designer parce que j'ai fait des études de design, mais c'est vrai que cette chance elle n'est pas donnée à tout le monde et grâce à Bateau Worker on leur donne une initiation qui leur permet non pas de seulement devenir designer mais pouvoir communiquer leur message parce qu'un vêtement c'est ça, c'est une manière de s'exprimer. Et pourquoi on a voulu donner avec mon cofondateur Paul cette voix aux ouvriers parce qu'aujourd'hui on ne sait pas qui font nos vêtements. On adore la mode parce que on a la possibilité de montrer qui on est, mais on ne sait pas qui a créé ces vêtements. Et le problème c'est que il y a des énormes soucis environnementaux, sociaux qui se passent aujourd'hui, mais on ne se penche jamais sur la vie de l'ouvrier. Et voilà, et nous on leur permet grâce aux vêtements, de pouvoir débattre avec nous et trouver de nouveaux systèmes de production. Voilà, c'est à peu près tout. On a fait la première collection à Saint-Denis, dans un chantier d'insertion qui s'appelle Modestine, avec 4 ouvriers qui étaient extrêmement talentueux, Nisbaou, Aïssatou, Fadila et Kira. Et puis récemment, on a sorti la collection Bateau Worker Venezia, qu'on a lancé en prison à Venise. Donc on a travaillé avec 4 prisonnières qui ont accès à un atelier textile là-bas, qui normalement font des costumes de carnaval ou alors travaillent pour une marque de prêt-à-porter entièrement faite dans cette prison. Et on leur a donné la possibilité de dévoiler leur propre identité d'ouvrière en déconstruisant et reconstruisant la tenue de la dentelière de Burano, qui est la tenue traditionnelle de l'ouvrière de Venise. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une question pour Charlotte. Comment Patine fait pour répondre aux attentes des consommateurs tout en restant durable et fidèle à votre marque sans tomber dans les pièges de la fast fashion? Ok. Alors, nous, en fait, on part du principe que il faut consommer moins, on n'a pas le choix, et ça paraît assez antinomique au début avec le fait de vendre de la mode. Donc déjà, on est une marque de mode, on fait des habits. Donc de toute façon, on pollue, on a une empreinte environnementale, il faudrait rien faire du coup voilà, donc on est déjà coupable. Le but, c'est de faire ce qui est coupable de la manière la plus propre possible pour se substituer peu à peu à une manière mauvaise de faire, quoi. Ce qu'on fait, c'est que déjà on éduque énormément, on essaie de partager tout ce qu'on apprend et on insiste énormément sur nos matières. Nos matières, elles coûtent beaucoup plus cher à fabriquer qu'une matière standard pour le même vêtement équivalent. Mais nous, c'est notre choix, notre parti pris d'investir beaucoup dans le coût de la matière. Et du coup, on va moins marger et puis on va aussi avoir moins de moyens sur d'autres postes. Voilà, mais on investit beaucoup dans la matière. Et on se dit que le fait d'expliquer tout ça, d'habituer nos clients en fait à une super qualité, c'est aussi les rendre peu à peu, on devient plus exigeant. Et donc on change aussi de manière de penser et de consommer parce qu'on se dit attends, en fait finalement c'est possible de faire un t-shirt qui brille pas et que j'aime vraiment beaucoup, donc du coup je vais plus racheter ce t-shirt chez H&M. Donc
c'est comme ça qu'on n'est pas dans le modèle de la fast fashion. Après, le but, c'est pas que les gens achètent chez nous un t-shirt par mois et se mettent à surconsommer. Du coup, il faut qu'on ait plus de clients. Comme ça, nos clients fidèles, ils vont essayer un t-shirt et puis après, ils vont peut-être choisir un jean chez nous plutôt qu'un jean Célio ou je sais pas, qui serait moins durable. Et puis, des nouveaux clients arrivent pour essayer notre t-shirt. Voilà. Donc pour l'instant, je me sens pas du tout dans le... je crois que c'est cohérent. Après... la clé pour pas tomber dans ces pièges, c'est de rester le plus indépendant possible et d'avoir une charte à laquelle on se tient en fait. Donc nous on a écrit nos engagements, jamais de coton ordinaire par exemple. Du coup ça rend la décision très très simple parce que quand on a une matière et qu'on a 2 choix, il y en a une qui est 3 fois moins chère que l'autre, on fait mais on a écrit ça. Ah ouais, donc là faut être un peu idiot, il faut suivre son truc. Et puis aussi, on a des indicateurs d'impact environnemental, c'est-à-dire qu'on utilise un outil qui a été fabriqué, notamment sponsorisé par un budget européen, qui permet en fait de calculer l'impact en termes de pollution d'eau, pollution d'air et utilisation d'eau pour chaque vêtement. Et ça, on compare à un vêtement standard du marché et on regarde si on fait des économies. Et le but, c'est de faire le plus d'économies dans notre standard de qualité. Donc du coup, à partir du moment où on affiche de manière hyper transparente sur chaque produit, sur le site, les économies qu'on fait, logiquement, jamais on va se mettre à faire des choses moyennes ou sales, parce que du coup, nos indicateurs seraient mauvais. Donc du coup, une manière de faire, c'est aussi du coup de se fixer des indicateurs d'impact environnemental au même niveau que nos indicateurs de comment on va faire grossir le chiffre d'affaires, comment on va agrandir. Parce que s'ils sont aussi importants l'un que l'autre, on reste fidèle à notre promesse, quoi. Excusez-moi, comment s'appelle l'outil? L'outil s'appelle Cycleco. Cycleco. Merci. Comment aujourd'hui, alors la mondialisation, vous faites pour... c'est super votre initiative de marque s'inscrit dans le développement durable, mais comment on fait pour vous démarquer des autres grandes firmes qui par exemple, on est tous habillés avec des habits on va fabriquer. Je pense que c'est parce que moi, mon rêve avant tout, c'est construire une marque et pas juste faire du green. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est la création, c'est le style, c'est l'histoire qu'on veut raconter. C'est mon enfance des années 80 et 90, c'est Beverly Hills, c'est... mon jean s'appelle Brenda, Marty le sweat, c'est Retour vers le futur, je veux dire, tout est truffé de références. Là on a sorti nos bijoux en bio acétate et en fait on est parti des tétines qu'on avait autour du cou. Alors vous êtes trop jeune, mais moi à 13 ans on avait des tétines autour du cou et en fait je crois que le sujet c'est qu'on fait de la mode et la mode du coup quand on aime une marque c'est parce qu'on aime ses valeurs et on aime ses valeurs, on aime son histoire et on aime son style, ce qu'elle raconte, son inspiration. Donc c'est pas un projet qui s'appelle lamodeverte.com, c'est Patine et on rentre dans cette marque parce que on se sent proche d'un moment donné d'une émotion, d'une histoire et puis on trouve que c'est bien coupé, voilà. Donc en fait rien ne change par rapport à une marque normale et en fait c'est comme ça que nous on avance en se disant on est le futur normal en fait, c'est-à-dire que dans 20 ans, je sais pas quand ça sera, mais tout le monde aura ce standard en fait parce qu'on n'a pas le choix au niveau de la planète. En attendant, on est en avance là-dessus, donc on emmène les gens, voilà, mais ça veut pas dire qu'on sera mort dans 20 ans parce qu'en fait on aura construit une marque avec une identité et pas juste un savoir-faire de bio. Voilà, donc j'espère qu'on a les mêmes recettes en termes d'aspiration et toutes les marques que vous aimez bien et que le but c'est de rassembler des gens qui partagent avec nous ces mêmes codes, quoi, cette même culture. Après on a moins d'argent que Nike, c'est sûr, il faut qu'on soit 1000 fois plus malin, quoi. Super. Youssouf et même tous les trois, à votre avis, comment on peut révolutionner le milieu de la mode et faire bouger ces codes tout en restant C'est une bonne question ça. Après, par rapport à ça, c'est vrai que moi comme je n'ai pas du tout du milieu de la mode, je me suis pas trop posé de questions de savoir comment ça fonctionnait, comment je devais faire et j'ai fait tout ça très instinctivement finalement. Et je pense que l'une des forces qu'on a, nous, notre génération, aujourd'hui, c'est que le monde est en train d'évoluer, tout est en train de changer
Et pendant longtemps, même lorsque j'étais à l'école, on pouvait faire des études de marché, se dire voilà comment est notre environnement, etc. Alors qu'aujourd'hui, tout est en train de changer et je pense que l'instinct, c'est quelque chose d'hyper important parce qu'on a la possibilité de pouvoir sentir les choses et d'anticiper quels vont être les changements, etc. Et je pense qu'il faut s'écouter au fond parce qu'on a, enfin moi, à titre personnel, par exemple sur les marques africaines ou les marques d'inspiration africaine, je ne trouvais aucune marque que je pouvais porter ou qui avait des bonnes coupes, qui avait des bons prix, etc. Et j'avais du mal à trouver quelque chose qui me ressemble et aussi quelque chose que je puisse, même sinon lorsque j'allais aux Galeries Lafayette, lorsque j'allais au Bon Marché, etc., jamais je voyais ces marques-là. Donc je me suis dit comment je peux créer une marque qui va avoir la force, qui va être considérée comme une marque normale et qui va pouvoir être commercialisée dans ces boutiques. Et c'est comme ça que j'ai pensé ma première pièce et honnêtement, je ne sais pas très bien dessiner et mes dessins je les faisais pendant mes réunions, pendant mes rendez-vous, etc. Donc j'avais un petit carnet où je prenais mes notes et en parallèle je faisais mes petits dessins parce que j'ai lancé ma marque pendant que je travaillais encore au Crédit Coopératif. Et après je pense qu'on a aujourd'hui une nouvelle génération qui arrive et qui a envie de changer les choses à travers sa consommation. Aujourd'hui moi je le vois avec ma boutique, lorsqu'il y a des clients qui viennent en boutique, systématiquement on me demande d'où vient, où est-ce qu'on achète nos tissus, où est-ce que c'est produit. Et je pense que là, petit à petit, en fait, ça, comme tu l'as dit, ça devient la norme. Et à partir du moment où ça devient la norme, je pense que naturellement, en fait, des marques qui aujourd'hui sont petites vont devenir, ce sont les marques de demain finalement. Et c'est pour ça qu'on voit que de nombreuses marques installées essayent petit à petit, soit de s'acheter une conscience entre guillemets pour la plupart, ou sinon ils essaient de collaborer avec des petites marques qui elles ont une histoire ou elles ont un impact concret pour justement pouvoir toucher cette clientèle qui est en train de changer. Et je pense que ça fait partie de nous. Et puis en plus aujourd'hui lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, on est toujours sur Facebook, sur Instagram, etc. Et on est conscient de tout ce qui se passe à travers le monde. Et à partir du moment où on est conscient de tout ce qui se passe à travers le monde, je pense qu'on ne peut pas rester assis et ne rien faire. Moi j'avais lu un petit bouquin, c'était Stéphane Hessel qui avait écrit « Indignez-vous ». Et c'est ce qu'il disait en gros, c'était que peu importe, après chacun a sa raison pour s'indigner, mais je pense qu'on est tous consommateurs, on achète tous des vêtements et à partir du moment où on achète tous des vêtements et qu'on sait qu'on peut avoir un impact en consommant bien, je pense que c'est le minimum qu'il faut faire. Et même si vous regardez, je crois que c'est dans le documentaire Human de Yann Arthus Bertrand, à un moment il y a un ouvrier, alors je crois que c'est peut-être au Bangladesh ou en Indonésie, qui dit en fait son destin est lié à la façon dont nous, Européens, consommons. À partir du moment où nous, on décide de consommer un t-shirt, l'acheter à 3 €, et on a un impact sur son destin lui, parce que lorsque le producteur ou la marque va voir l'usine au Bangladesh et qu'elle va négocier ses prix pour avoir des prix plus bas, ce que va faire le propriétaire de l'usine, c'est pas lui en fait qui va perdre plus d'argent, c'est qu'il va essayer il va baisser ses marges, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire le salaire des ouvriers, et au final l'impact il sera sur les ouvriers. Et je pense que par rapport à nos histoires, et moi je prends à mon titre personnel, par rapport à l'histoire de l'Afrique, l'esclavage, etc., je pense qu'à mon niveau, je ne peux pas vivre sereinement ou normalement en consommant des produits en sachant que dans l'autre bout du monde, d'autres personnes en fait vivent avec des salaires misérables et dans des conditions misérables par ma faute. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important et que j'essaye aujourd'hui moi-même de transmettre à mes petits frères et mes petites sœurs, parce que par rapport à mon histoire, en tout cas personnelle, je pense que je dois intervenir et agir, et c'est ce que j'essaie de faire à mon petit niveau en tout cas. Oui. En fait, je crois que le plus important, c'est de comprendre aussi le contexte actuel, mais pas aller contre le contexte, mais essayer de collaborer justement peut-être avec les grands, peut-être avec les méchants, entre guillemets, pour pouvoir changer les choses. Et ça, je crois que c'est la vraie impact des petites marques, c'est que d'accord, on n'a pas forcément les moyens encore, d'accord, on a peu de vision, en tout cas pour nous, comparé à vous, on a peut-être peu de visibilité, mais on est là pour vraiment pouvoir inspirer et puis pouvoir changer le monde d'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est vraiment la force des jeunes, c'est que maintenant c'est par rapport il faut qu'on s'exprime, il faut ne pas avoir peur, et tout est possible aujourd'hui, tout est absolument possible. Et je crois que notre génération est une génération extrêmement optimiste, où peut-être comparé à la génération de nos parents, on ne va pas forcément dans des cases, et on se permet malgré tout d'aller plus loin, que ce soit dans la mode, dans la nourriture, dans n'importe quel business finalement aujourd'hui. Et c'est très admirable, et voilà.
j'espère à tout le monde, enfin j'espère que tout le monde pourra créer son système de production, de création. Kim, je voulais demander comment About a Worker choisit quel atelier et quel worker il va travailler avec. Et est-ce qu'il y a une aide ou des trainings ou quelque chose pour ces gens qui collaborent avec About a Worker pour qu'à la fin, ça puisse continuer dans un chemin de la mode pour eux aussi? Ok, donc le but de About a Worker au début, c'était d'aller dans les sweatshops, dans les grosses usines, en Chine, au Bangladesh, en Afrique aujourd'hui, etc. Parce qu'on voulait vraiment questionner les ouvriers qui sont au cœur du centre de production qui ne va pas aujourd'hui, et on voulait changer les choses avec eux. Le problème, c'est que on est deux sur ce projet pour l'instant, on n'a pas forcément l'expérience, et donc on a dû commencer petit. C'est pour ça qu'on s'est... En fait, About a Worker, c'était mon projet de fin d'études d'ailleurs. Le professeur me regardait, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que les ouvriers se remplacent en tant que designer, quoi? Et puis finalement, j'ai bien insisté pour pouvoir obtenir un contrat qui me permettait de... Parce que je faisais mes études en Hollande, et du coup, j'ai pu obtenir un contrat qui me permettait d'aller à Saint-Denis toutes les semaines pour donner mes initiations à Modestime. Et en fait, on n'a pas choisi. Donc, on a commencé avec Modestime parce que c'était un chantier d'insertion, c'était petit, c'était à une petite échelle et c'était comme un laboratoire finalement pour nous. Et on n'a pas forcément demandé aux ouvriers, on n'a pas choisi nos ouvriers, on leur a demandé finalement d'être volontaires. On a voulu commencer avec un groupe de 4 parce que, comme je disais, c'était un peu la grande aventure, on ne savait pas trop où on allait et on voulait vraiment se focaliser avec eux sur ce projet. Et finalement, on a pu travailler finalement avec les 4 meilleurs talents de Modestime qui préparaient en même temps un diplôme pour devenir couturier. D'accord. Donc c'était une manière pour eux d'être créatifs aussi à travers la couture. Pour les entraîner à devenir designer, j'ai donc créé une initiation qui est basée un peu sur la façon classique de créer une collection de mode. Comme j'ai pu apprendre pendant mes stages, mes périodes de stage où je n'étais pas payée. et du coup, ça partait d'un tableau de tendance au dessin, aux textures, à un prototype où on leur a demandé de déconstruire et reconstruire le symbole de l'ouvrier français qui était le bleu de travail pour enfin raconter leur histoire. Mais pour chaque étape, il ne fait pas s'intéresser à une fascination esthétique comme le fait un designer de mode normalement, mais plutôt à leur histoire, à leur vision de l'industrie. Donc, par exemple, pour les tableaux tendance, on leur a demandé de prendre leurs propres photos de texture et structure de l'usine. Et puis pour les couleurs, c'était pareil, ça devait être les couleurs qui étaient symboliques et représentatives de Modestime et de leur passé aussi. On s'est beaucoup penché sur leur passé parce que les caisses ouvriers avec qui on a travaillé étaient issus de l'initiation, étaient issus de l'immigration. Et c'était une manière pour eux aussi de montrer quel était leur parcours et qu'est-ce qui les a amenés à l'industrie de la mode. Pour Venise, on a pris une approche différente parce que c'était un tout autre contexte. On ne pouvait pas du tout se pencher sur le passé de ces prisonnières, c'était impossible et on a voulu prendre finalement cette initiation comme une thérapie pour elles. Donc qu'est-ce qu'on pouvait en tant que marque finalement apporter à ces prisonnières. Et en fait ces prisonnières sont vues un peu comme des méchantes personnes, enfin des gens qui ont commis des crimes, alors que la plupart du temps, quand on les rencontre, finalement, c'est des gens qui ont fait des erreurs dans leur vie et qui n'ont pas eu la chance d'avoir un avocat en vrai. Et on a voulu prendre cette initiation comme une manière pour elles de dévoiler leur propre identité. Donc pour cette initiation, on s'est basé sur le masque, un peu comme un clin d'œil d'un masque de Venise, mais pour vraiment qu'elles puissent révéler leur vrai caractère et puis montrer à travers des patchworks et des couleurs représentatives de ces masques qui elles étaient vraiment et montrer un petit peu d'humanité derrière elles. On aurait pu finir leur projet et c'est tout, mais non, on est une marque de mode, donc nous on communique sur leurs vêtements un maximum. Nous le font toutes les marques, on est sur Instagram, on est sur Facebook et on fait énormément d'événements. Récemment, on a fait un gros événement à l'OP7, donc évidemment, les prisonnières ne pouvaient pas venir à Paris
pour voir la collection, mais surtout, je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'EP16, c'est un bâtiment qui est en face de la bibliothèque François Mitterrand, où il y a une façade de 20 écrans. Et en fait, on a dévoilé tout le processus créatif sur ces écrans et on avait transformé ces vidéos comme des vidéos de surveillance finalement, mais au lieu de voir des crimes, on voyait des créatives finalement. Et voilà, et en fait, on fait aussi beaucoup de performances où les mannequins ce ne sont pas des mannequins stockman finalement, mais sont plutôt des mannequins qui expriment la voix des ouvriers et des ouvrières. Et du coup, par exemple, pour Venise aussi, on a fait toute une performance inspirée de la Commedia dell'arte, qui valorisait vraiment les pièces des prisonnières, mais où toutes les paroles qu'elles avaient écrites pendant l'initiation étaient chantées par une chanteuse lyrique. D'accord. Voilà. Merci. Pour tous les trois, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est possible de faire les choses bien, de respecter les travailleurs, l'environnement, tout en gagnant de l'argent, parce que vous êtes quand même une marque, et dans un milieu aussi compétitif avec vos valeurs? Je pense que oui, enfin en tout cas on en est la preuve. Et surtout, comme je le disais précédemment, c'est qu'aujourd'hui même le curseur est en train de changer et les consommateurs finaux s'orientent vers des marques comme les nôtres, des marques qui ont des valeurs et qui s'inscrivent dans tout ça. Et c'est là où ça prouve qu'il y a une viabilité économique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est motivant aussi pour nous. Après, forcément, à partir du moment où on reste quand même des entreprises. Et c'est pour ça que même si, avec toutes ces valeurs, il faut quand même faire des beaux produits. C'est quelque chose d'essentiel et de super important. Il faut avoir un beau produit. Et même, je pense que même pour nous, souvent les gens ne savent même pas qu'il y a toute cette démarche derrière la marque Maison Château Rouge. Donc ils viennent avant pour acheter un produit et ensuite ils découvrent toute la démarche. Et c'est ça qui est encore plus important. Et même pour nous, je pense que c'est beaucoup plus... on est encore plus heureux lorsque ça se passe dans ce sens. Donc, mais oui, et même moi à mon niveau, j'étais avec mon frère lorsque j'ai lancé le projet au départ. Maintenant on est une équipe de 7, dont on a 2 alternants en plus qui viennent du quartier de la Goutte d'Or, etc. Donc l'équipe s'étoffe petit à petit, on s'agrandit et ça prouve que parce que économiquement, il y a vraiment, on fait vraiment du business. La marque est commercialisée dans 14 pays à travers le monde. Donc on est au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre, etc. On a fait des collaborations l'année dernière avec Monoprix, qui a été pour eux leur plus gros succès en termes de collaboration. Ça fait 20 ans qu'ils font des collaborations et là c'était leur plus gros succès. Et pour la production des vêtements et de la déco, on est allé en Inde produire ça avec une coopérative qui s'appelle Creative Handicraft. Donc il y a 6 coopératives et ce sont des coopératives de 20 femmes. Des femmes qui ont eu une vie assez compliquée pour la plupart lorsqu'on en discutait avec elles. Et c'était pour ça que pour moi, en tout cas, c'était intéressant et important de pouvoir réaliser cette collaboration, mais pas seulement de produire l'identité Maison Château Rouge avec Monoprix pour toucher un public plus large et se faire connaître, mais il fallait qu'il y ait un impact derrière et c'était ça qui est important pour nous. Là, on réalise une collaboration avec La Redoute qui sort au mois de mai, donc le 15 mai, et dans le cadre de cette collaboration, en fait, tous les tissus sont des tissus achetés en Côte d'Ivoire. Et voilà, et à chaque fois, en fait, j'essaye toujours de me poser la question de qu'est-ce que je peux apporter, parce que voilà, nous on n'a pas écrit le charte, mais on a le projet Les Oiseaux Migrateurs qui est là, et à chaque fois qu'on fait quelque chose avec Maison Château Rouge, on essaie de voir comment on peut l'imbriquer avec les valeurs des oiseaux migrateurs, et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'on avance, et puis c'est plutôt bien, et on est contacté par plein d'autres marques, et c'est plutôt positif. Moi je pense que déjà le monde change hyper vite, on est de plus en plus informés, il y a plein de choses qui nous paraissent normales et qu'on connaît sur aujourd'hui la nécessité de faire attention un peu plus à notre planète pour nous. J'ai l'impression que comme moi j'ai foi en l'humanité et je pense qu'on est intelligent et du coup comme on est intelligent on comprend et comme l'information est de plus en plus disponible,
le monde change. Donc c'était à mon avis plus difficile, par exemple pour Veja, j'étais pas là, mais il y a 12-13 ans, c'était vraiment plus... C'était super pionnier. Là aujourd'hui on est déjà dans un monde un petit peu plus ouvert à écouter ce que c'est que le green et aussi à pas nous cataloguer, moi je déteste qu'on enclave en fait des marques en disant bah voilà c'est les marques propres et du coup bah tiens on va faire un sujet par an dans le Gradia sur les marques green et puis après on repart comme en 40 et voilà on est des cochons. Voilà donc ça c'est en train de bouger et puis et en même temps bah, c'est ça qui est excitant parce qu'en fait les succès de demain, je pense que ça part au début d'une intuition comme tu as dit tout à l'heure et d'une idée. Et moi, Patine, il y a 3 ans, quand j'en parlais, parce que j'en ai parlé à un maximum de monde avant de lancer, et ça c'est un conseil aussi que je vous donne, il ne faut pas, quand on a une idée, se dire « Oh là là, c'est un secret, il faut la garder pour moi, sinon on va me la piquer ». En fait, c'est le contraire, plus vous en parlez, plus elle est à vous, quoi. Parce que les gens après, ils pensent à vous, ils disent « Ah, c'est toi qui lance une marque ». Ouais, c'est pas fait encore. Et du coup, l'idée, elle vous appartient, et surtout, vous la nourrissez au fur et à mesure des envies des gens, de leurs besoins. Et quand j'en parlais, on me disait ouais mais moi ouais je trouve ça cool et tout, mais je m'en fous du bio, je lis pas les étiquettes et tout. Et je me disais c'est bon signe en fait, c'est vachement bien parce que du coup il y a un besoin. Et puis j'ai déjeuné avec un copain qui est investisseur, qui a lancé plein de boîtes, plutôt réussi et tout. Et il m'avait écouté pendant 2 heures et puis en partant, il était en train de mettre son casque de scooter, il me dit c'est génial tout ça. Par contre le coton bio, oubliez, tout le monde s'en fout. Enfin ça coûte cher en plus et tout. Je me dis, bon, ok, allez, on repart. Mais tout ça pour dire que je pense qu'en fait les règles elles changent assez vite, la conscience des gens change vite. Les outils aussi sont accessibles. Avant, les barrières à l'entrée, elles étaient beaucoup sur comment on monte une boîte, comment on fait un site internet, ça doit coûter cher. Techniquement, comment ça marche, comment je fais du sourcing. Voilà, là, on se fait un truc. Voilà. Aujourd'hui, même la com, en fait, les agences, tout ça. Quand on est créatif, tous les outils ils sont là. Instagram, c'est là. On peut aller chercher des gifs, on peut se débrouiller. Et du coup, on peut beaucoup plus aller chercher ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on a à dire et le partager en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que les grosses marques installées, elles sont un peu en panique, elles vont voir les petites marques pour dire vas-y on collabore, parce qu'en fait elles sont un peu asséchées de cette espèce de flamme qu'on a en fait, parce qu'on a des vraies choses à dire, on cherche pas, on n'est pas en réunion à se dire waouh là là, faut chercher l'inspiration, vas-y trouve machin qui va peut-être une idée, il va faire, enfin parce qu'en fait on sait exactement ce qu'on veut dire et après on s'éclate sur comment on le raconte et je pense que du coup ça c'est très très bon signe pour toutes les marques inspirées. Après la vraie vie c'est savoir compter, savoir calculer une marge, savoir avoir une vraie ambition de chiffre d'affaires, financer les projets, donc trouver des financiers pas trop vérolés pour donner de l'argent et en même temps sans détruire nos valeurs. On fait du business, hein. Enfin, à la fin on fait une marque, c'est pas une association c'est sûr. Donc tout le reste, les bonnes recettes des grosses marques, il faut les connaître aussi, mais en le faisant avec notre inspiration et notre pensée, quoi. Faut pas être naïf non plus. Ouais, c'est ça qui fait très peur aussi, c'est que je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de petites marques, énormément, et beaucoup plus qu'avant. Donc évidemment il y a plus de compétition. Après c'est une belle compétition aussi, c'est-à-dire on s'enrichit énormément en voyant ce qui se passe à côté finalement. Mais ce qui est important c'est d'avoir des idées aussi atypiques et de pouvoir justement trouver un moyen d'exprimer ces idées atypiques. Et si on ne se copie pas, du coup je pense qu'on pourra réussir aussi, quoi. Mais oui, hein, malheureusement, la vérité, c'est que aussi ces grandes marques sont amenées à grandir. Et je pense sincèrement que dans quelques années, des grandes marques comme H&M, Zara, etc. seront obligées d'être 100% green, ou peut-être ne le montreront pas, mais embaucheront des talents justement dans tous les domaines qui les aideront à avoir une plus belle image finalement. Et c'est vrai qu'on risque, il y a des risques pour qu'on se fasse manger aussi, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi commencer à créer une vraie relation avec ces marques et ne pas les voir comme des énormes nuls aussi. Ok, super. Oui, il y a le cas qui se mène. Vous ne pensez pas qu'en travaillant avec, par exemple, Monoprix, vous défendez un peu votre message, puisque Monoprix ne partage pas forcément vos valeurs? Alors, c'est une bonne question. Après, comme j'ai dit précédemment, c'est sûr que le Monoprix,
C'est une belle entreprise, enfin c'est présent partout en France et c'est pour ça que moi à mon niveau c'était important qu'il y ait cette collaboration avec la coopérative en Inde, donc Creative Handicraft. Dans le cadre de cette collection. Dans le cadre de la collection avec Monoprix, oui. Dans le cadre de la collection avec Monoprix, donc on a produit avec une coopérative en Inde et ça c'était un des critères qui était important pour moi pour réaliser cette collaboration. Après, ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque je fais cette collaboration avec Monoprix, en termes d'image et de notoriété, ça a permis à la marque d'être reconnue par un plus grand nombre, de connaître l'histoire et le projet qu'il y a derrière la marque Maison Château-Rouge. Et aussi, financièrement, c'est ce qui m'a permis de pouvoir ça m'a permis aussi de me développer et de pouvoir faire encore plus de choses. Donc c'est à chaque fois que je me pose ces questions, c'est toujours ça, c'est qu'est-ce que cette collaboration va m'apporter pour la marque et pour mon projet. Et donc finalement après je me dis que ça m'a quand même apporté quelque chose qui était important et essentiel pour la marque. Et surtout ils ont été respectueux de mes valeurs et de mes engagements. Donc c'était quand même, il y a un équilibre à trouver, toujours. Et puis finalement, tu apportes des valeurs à cette marque aussi, et c'est ça qui est important, c'est que ces marques sont en train de changer. Et bien sûr, il y en a beaucoup qui diront « Ah, c'est du greenwashing », mais finalement, si tu apportes un petit peu ta touche aussi, du coup, tu peux changer une entreprise, et c'est ça qui peut être très beau. Ouais, ça serait pas toutes, hein. On va pas collaborer avec H&M ou Zara, non. Non, pas toutes. Non, pas toutes. Après, okay. Ça dépend combien. Non, je rigole. Non. Mais encore une fois, c'est ça aussi, c'est que si on a un message qui est fort, mais que personne n'entend, ou même si on a une démarche qui est forte et que personne n'entend, finalement, ça sert aussi à rien parce qu'on n'a pas d'impact. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de... C'est bien aussi de pouvoir s'associer parfois avec des marques comme Monoprix. De la notoriété, en termes de... Par exemple, aujourd'hui, un client sur deux qui vient à ma boutique rue Mira, parce que nous, la boutique, elle est rue Mira. Rue Mira, c'était considéré comme l'une des rues les plus dangereuses de Paris. Et c'est au cœur de la Goutte d'Or. Ça n'avait pas forcément une bonne réputation. Lorsque les journaux venaient, genre c'était Zone Interdite ou Enquête Exclusive, Bernard de la Villardière qui venait pour montrer un peu que c'était un peu strict. Mais voilà, et nous, justement, aujourd'hui, on ramène les médias et la presse pour montrer qu'il y a quelque chose que c'est un quartier qui est hyper riche en fait. Et grâce à Monoprix, aujourd'hui, on a un client sur deux qui se déplace jusqu'à la boutique parce qu'il nous a connus via cette collaboration. On a eu par exemple, on a eu Laetitia Casta qui est venue avec Louis Garrel à la boutique. Et voilà, en fait, c'est ça aussi qui est beau dans ce projet, c'est que finalement au départ, c'était pas maîtrisé, c'est parti d'une idée simple. Et aujourd'hui, en fait, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne maîtrise même plus parce que tout le monde en fait a envie de voir la marque prendre de l'ampleur et à voir ce message aussi se diffuser. Et une collaboration avec Monoprix permet de diffuser ce message plus largement. Si je peux me permettre, ce qui était très bien fait pendant cette collaboration, c'est qu'il y avait des feuillets explicatifs qui parlaient de l'association et qui expliquaient en fait aux consommateurs le but de tout cela. Et en fait, c'est ça qui donne la visibilité au projet et l'engagement en fait finalement. C'était très bien fait. Je sais pas qui est-ce qui prend les photos moches. Oui, pardon. Moi je voulais savoir si c'était pas trop dur de voir des marques qui défendent pas vos valeurs, tout ça, qui à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, ils réussissent. Des grandes marques. Genre qui les noms. On veut des noms. Et ils réussissent à chaque fois, tu vois? Non, mais à chaque fois qu'ils font un coup de marketing, ils touchent beaucoup de clients. Alors qu'ils défendent pas des valeurs. C'est l'impression de succès qu'ils donnent en tout cas. Ils développent pas, mais ils ont tout intérêt à le faire aujourd'hui. Enfin, d'ailleurs, tu parles de Nike, mais Nike, en ce moment, ont tout un enfin, bien sûr, c'est une énorme enseigne et évidemment, la partie sustainable chez Nike est toute petite, mais ils sont en train de ils sont obligés de se développer aussi. Ils sont obligés finalement ils vont être incités à partager, enfin, ils vont être obligés à partager nos valeurs d'un moment ou d'un autre, ou au moins s'y intéresser pour trouver des solutions. Ça, je crois qu'il y a quelques années, en effet, on disait non, mais de toute manière, les grandes marques n'écouteront jamais les petits. Mais je pense qu'on est vraiment sur une plateforme, on est en train de changer tout ça. En plus, l'avantage, c'est qu'on n'a pas le temps déjà de les regarder parce qu'on travaille trop.
parce qu'on n'est pas nombreux et pour l'instant on n'en vit pas non plus comme des multimilliardaires. Ça va venir. Mais du coup, c'est un peu de la perte de temps de regarder parce que c'est le monde justement qu'on connaissait, qu'on aimait aussi. Du coup, ça sert à rien aussi de le critiquer ou d'être dans l'aigreur, quoi. Donc au contraire, moi, en tout cas pour ma part, j'admire ce que je trouve hyper réussi et je me dis ouais, donc comment on le fait avec nos recettes autrement, avec nos engagements. C'est ça qui est intéressant. Et après. Et je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut avoir tout le temps parce qu'en fait c'est tellement dur de monter une marque et c'est tellement long et tout qu'il faut rester toujours positif et puis sans trop regarder autour de soi. Moi je sais par exemple on a lancé avec un t-shirt avec marqué la boum et là il est sorti en Belgique dans 70 boutiques en copie, 20 € plus cher sur un coton dégueulasse, tout fin, par une marque en plus même pas, une vraie marque quoi. Et en fait j'ai passé 10 minutes comme ça à vouloir casser mon ordi et après je me suis dit mais c'est con et je leur ai écrit et puis j'ai écrit sur Instagram la prochaine fois copiez notre coton bio recyclé les gars, pas le print, c'est complètement con. Vous avez pris juste le design et vous avez mis sur une matière horrible, copiez nos engagements et en fait je pense que c'était plus malin et du coup faut cet état d'esprit et c'est pas toujours facile de le garder mais vaut mieux se dire qu'on fait différemment qu'on est le futur quoi, même si on n'a pas encore écrit futur sur nos sweats. Ah ouais, sauf que malheureusement ils n'ont pas copié le coton recyclé mais finalement se faire copier c'est pas si mal aussi, ça veut dire qu'on a un aboutissement et ça c'est ce que dit ma mère pour me consoler mais en vrai non mais ouais. Vous n'avez pas déposé des brevets ou quoi que ce soit en fait, en propriété intellectuelle, tu peux déposer des choses, mais c'est surtout l'antériorité et le fait d'avoir activement communiqué sur ton produit qui fait que tu as une... Parce que le fait justement, s'il n'y aurait pas de protection, n'importe qui peut copier. Ouais. C'est un monde de brut, je t'assure. Il faut un bon avocat, il faut y passer du temps, ça coûte de l'argent de défendre ses produits. Donc il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on défend sa marque. Votre produit. Ouais. Justement, si la personne aurait fait, comme vous avez dit, le même t-shirt, c'est juste le coton qui change. Ouais. Et le fait que vous aurez mis une protection, vous auriez pu mettre. Non, on est ça pousse à la créativité, justement. Ouais, ça pousse à aller de l'avant. Ça prouve que. Ça dépend si t'attaques un très riche avec un super avocat. Si t'attaques un très riche avec un super avocat, t'as des chances de récupérer quelque chose. Et voilà. Mais souvent, en fait, d'ailleurs, on sait pas se défendre et donc, du coup, les petites marques se font écraser. C'est un vrai sujet d'ailleurs de comment oser se défendre parce qu'en fait, souvent, un avocat il table sur notre incompétence ou notre méconnaissance de ce sujet. Voilà. Mais on pourra en parler après si tu veux. C'est pas facile. Mais est-ce que justement, je reviens là-dessus, est-ce qu'il y a rien à faire des défenses aujourd'hui? On parle de plein de points en production, on parle de. C'est préférable à un moment donné, c'est vachement bien d'avoir des copies, quoi. Non, c'est important de se défendre pour montrer que pour prévenir les futures copies aussi et attaques. C'est comme ça aussi qu'on préserve notre capital de marque et qu'on montre qu'elle existe et qu'on crée de l'antériorité pour les futurs problèmes en fait. Si on fait rien et qu'on ferme les yeux, ça veut dire que c'est open bar et que du coup tout le monde peut se servir en fait. Donc après ça c'est des subtilités plutôt de droit intellectuel, mais on a tout intérêt à se défendre. Après le problème c'est quand on est une petite boîte de passer tout son temps là-dessus, alors qu'en fait il faut gérer sa compta, développer des produits, s'occuper des clients. Donc c'est ça voilà. Mais non il faut se défendre. Parce que... Si demain vous sortez un nouveau suivi avec un magnifique logo, que vous n'avez pas spécialement protégé, et que là il y a une autre marque qui est en Allemagne trouve le suite magnifique et refait la même chose. Ouais. Et là, au final, vous, en termes de coût, vous n'avez pas grand-chose, mais lui, en termes de marge, etc. Alors, la force, dans ce cas-là, c'est la communauté. Et c'est pour ça que les marques fortes de demain, pour moi, c'est des marques qui rassemblent des gens qui y croient et qui l'aiment. Parce que nous, cette copie, en fait, il y a plein de gens qui ont commencé à hashtaguer, à critiquer sur les blogueuses qu'ils portaient en disant vous n'avez même pas le vrai patine, touche pas à mon patine et tout ça. Et du coup, c'est ça. Et ça, c'est gratuit. Mais c'est beaucoup plus puissant en fait. C'est nos propres clients qui disent vas-y, moi j'ai acheté le vrai t-shirt, vous n'avez pas commencé à faire le faux à côté. Donc ça encourage vraiment à monter des marques aujourd'hui qui sont
vraiment connectés en fait à ceux qui les achètent, on crée presque des fanbases en fait, on crée une communauté qui partage des valeurs, des émotions esthétiques, et du coup. Est-ce qu'au niveau esthétique, vous êtes déjà inspiré de Est-ce que nous on copie? Est-ce que t'as déjà copié? Est-ce que nous on copie? Non, vous êtes déjà inspiré d'un nouveau vêtement qui est sorti. Je pense que non. Ouais. Moi, juste à titre personnel, lorsque j'ai lancé Maison Château Rouge au départ, en fait, il y avait Burberry qui avait fait un défilé où il y avait du wax. Enfin, là, c'était pas du tout sur les mêmes coupes, etc. Mais Burberry avait fait un défilé avec du wax. Ensuite, je crois que chez Zara, il y avait des t-shirts qui ressemblaient un peu avec des motifs d'inspiration africaine, etc. Et ça avait fait polémique parce que beaucoup parlaient d'appropriation culturelle, etc. Que c'était quelque chose que Burberry ne devait pas faire, etc. Et moi, ce que je me suis dit, naturellement, c'est plutôt que de se dire qu'il y a appropriation culturelle ou autre chose, c'est de me dire, ok, si Burberry le fait, c'est qu'il y a une clientèle qui en demande et qui veut acheter des produits comme ça. Et plutôt que de laisser Burberry le faire à sa manière, je vais le faire moi différemment. Et c'est comme ça que j'ai été motivé à lancer la marque Maison Château Rouge, c'est en partie pour ça aussi. Et je pense que c'est comme ça à chaque fois, plutôt que de se dire, ou de critiquer ou quoi que ce soit, c'est se dire comment moi je peux proposer une alternative. Et c'est comme ça que j'ai fait, et puis ça a été payant. Ouais, moi, je crois que c'est important d'étudier aussi le fonctionnement d'une grande marque, d'une marque qui réussit. Donc, pour Robot Worker, nous, on s'inspire pas, mais on regarde comment les marques communiquent en fait, quelles sont leurs techniques, et on s'en inspire pour justement, au lieu de montrer qu'un aspect esthétique, finalement, dans un message, on montre un vrai message, on montre de la transparence. Mais par exemple, quand on fait des initiations avec les ouvriers, on leur montre aussi à quoi ressemble le monde de la mode d'aujourd'hui. Enfin, c'est important qu'ils voient à qui on s'adresse. On ne peut pas leur demander de faire des vêtements qui sont tous un petit peu foufous. C'est non, on a une certaine clientèle et il faut la respecter aussi. Donc on leur amène des magazines de mode, par exemple, pas pour qu'ils s'inspirent des vêtements, mais pour qu'ils regardent ce qui se fait aujourd'hui. Oui. En fait, je reçois un peu qu'on a des marques... Un peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur Dorje. Je reçois un peu qu'on a des marques sensibles dans le genre, c'est que là c'est cher, mais en général c'est moche. Les marques. L'idée reçue qu'on a parfois sur les marques développement durable, c'est que ça coûte trop cher et que c'est moche. Ouais, t'as complètement raison. Juste que ça me démange là quand on parle de basket là, depuis tout à l'heure, et que moi je comprends à votre âge, Nike, Adidas, etc. C'était les marques qu'on portait tous, c'est les marques que vous portez tous et toutes. Et on se dit c'est les marques les plus cool, c'est les marques qui dépensent le plus en communication, c'est les marques avec lesquelles Kylian Mbappé marque un but superbe en finale de la Coupe du Monde. Et moi c'est à votre âge, à 17-18 ans, que j'ai commencé à lire d'autres choses et à me renseigner. Et à voir qu'une marque comme Nike, quand elle a commencé en 1970, quand on prenait le coût d'une basket, le coût de revient, c'est-à-dire combien ça coûte de la produire, c'était 90% lié à la production et 10% à la communication. Et en 30 ans, ce truc-là, c'est complètement désaxé, c'est complètement devenu fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur business, c'est pas pour les critiquer. Moi, j'étais un fan, j'aime toujours, etc. Le monde est comme il est. Et on ne peut pas le changer. Ce que disait Youssouf est très juste, on peut proposer. Mais aujourd'hui, le truc qui m'a fait changer complètement, qui a changé ma vie, c'est une visite dans une usine chinoise quand j'avais 24 ans. Et de voir les ouvriers qui fabriquaient les produits, de voir combien ils étaient payés, de voir, le pire c'est de voir comment ils vivaient. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans une salle qui faisait peut-être la moitié de cette salle-là, ils vivaient à 30 dedans, Dans l'usine. au-dessus de l'usine, ils vivaient à 30, et leurs affaires elles étaient sur leur lit, donc leur chambre en gros c'était leur lit, et au milieu de la salle il y avait un trou dans lequel c'était à la fois les toilettes, 30 personnes, c'était au milieu de la chambre, juste un trou dans lequel ils se douchaient et ils l'utilisaient comme toilette. Et je me suis dit en fait, est-ce que Kylian, il joue très bien, mais est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui prennent des millions d'euros pour taper dans un ballon,
pour lancer un panier, un ballon dans un cerceau super bien, ou pour prendre un micro et chanter, et que ces gens-là gagnent des millions et des millions et des millions, et qu'en fait ceux qui font les produits, ceux qui les fabriquent, gagnent même pas 2 $, même pas 3 $ par jour, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que c'est normal, c'est une question que je vous pose, hein, c'est pas une critique, est-ce que c'est normal que ces marques-là ne payent pas d'impôts en France? Parce que les impôts que les entreprises et que les particuliers doivent payer, ça va dans les hôpitaux, ça va dans les pompiers, ça va dans les policiers, ça va dans tous les services, dans les écoles, dans tous les services publics. Et nous, la question qu'on pose en y répondant de notre façon, la question qu'on pose avec Veja, c'est est-ce qu'on contribue au monde qu'on voudrait voir apparaître? Moi, pour moi, à 25 ans, j'y ai répondu en me disant eh ben, ce monde-là, je crois que j'en veux pas pour le futur. Ça me gonfle qu'il y ait des gens qui n'ont pas un sou dans la rue, qui sont clochards, et que Kylian Mbappé, bon, à 25 ans, il n'y avait pas Kylian Mbappé, il y avait Zidane. Ça me gonfle que Zidane touche 30 millions d'euros pour faire une pub pour un yaourt ou pour une paire de shoes, et que les ouvriers soient si mal payés en Asie du Sud-Est. Ce déséquilibre-là est un peu... et c'est de notre fait, en fait. C'est que ces informations-là, elles ne sont pas secrètes. Tout le monde peut être au courant de ça. Donc, oui, les grandes marques communiquent énormément. Et si vous saviez à quel point, c'est vraiment limite indécent. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, 17 $ de communication dans chaque basket Nike. C'est énorme. Et ce monde-là, oui, est un peu devenu fou. Et oui, on y contribue en étant client, mais moi je le fais, je suis le premier à y contribuer, je ne m'achète pas beaucoup de Nike, comme vous pouvez vous imaginer, mais je fais d'autres choses. Et c'est pas grave. Le truc important, c'est de le comprendre, de le décortiquer, et si vous voulez aller travailler dans une grande marque demain, très bien, chacun il n'y a qu'un monde, il n'y a pas les bons et les méchants, il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Mais être conscient, c'est, je pense, déjà un grand pas vers un monde un petit peu plus juste. Personne ne va changer le monde, tout le monde dit changer le monde, etc. Ça n'existe pas. On contribue chacun à notre petite échelle, chacun à notre petite échelle, à apporter notre pierre. Et on a l'impression qu'il n'y a que les grandes marques, mais bien heureusement, il y a plein d'autres projets. Et le panel que vous avez là, c'est un petit panel, mais c'est que des gens extra, qui vous disent qu'en fait, personne n'est victime, personne n'est esclave, et que chacun peut aller chercher et aller créer ce qu'il aime. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, vous aurez plein de choses face à vous dans la vie, mais chacun peut aller essayer de saisir ses rêves ou essayer de construire un monde un peu plus juste. Donc ce chemin-là, pour moi, c'est pas celui des grandes marques. Pour vous, c'est à vous de le décider chaque jour. Voilà, juste l'aparté. En lien avec, c'est une question avec la construction d'un monde plus juste à son échelle, c'est quoi les principaux obstacles que vous avez rencontrés? Est-ce qu'ils sont plus exogènes que endogènes? Oui, non, pourquoi? Moi, un que je croyais, je pensais que ça serait l'obstacle principal, ça serait comment justifier mon prix et expliquer que ça a de la valeur justement le durable. Et en fait, je l'ai pas eu du tout. Et ça, c'est une surprise de fou. Et je ne l'ai pas eu, je pense, parce que justement, on est en train ici de créer des marques et pas juste un projet éco-friendly. Et du coup, les gens se sont attachés avant tout à l'esthétique, au style, et ont trouvé ça cool. Et après, chacun a son cool. Hein. Mais du coup, c'était un obstacle qui, en fait, on n'était pas un. Le vrai, il est plutôt du côté du sourcing, parce que développer des matières propres, c'est beaucoup plus cher que des matières pas propres, parce qu'il y en a moins et parce que l'industrie n'est pas structurée pour le faire. C'est trouver des confectionneurs pour fabriquer nos produits quand au début on est tout petit, on a des tout petits volumes de commandes, et donc qui va parier sur nous, sachant qu'on a des standards de qualité hyper élevés. Et là-dessus, du coup, notre réponse, c'est une fois qu'on a trouvé quelqu'un, on reste fidèle des années. On construit une relation et ça, c'est génial parce que le jour où il vous arrive un problème, vous pouvez prendre votre téléphone et dire ok, alors là, il faut aller me chercher 20 rouleaux de jersey qui sont coincés, machin, et le mec qui prend son camion. Et donc c'est vraiment trouver les partenaires, quoi. Et puis après, c'est gérer la frustration de ne pas pouvoir faire tout ce que j'aime d'un point de vue esthétique parce que c'est pas encore possible.
Donc je sais pas, mettre du lurex dans les chaussettes, bah ouais, c'est pas du tout éco-friendly, donc on peut pas, pourtant c'est cool les trucs qui brillent. On n'a pas encore développé de maro parce que on aimerait bien faire vegan, mais en même temps le vegan d'aujourd'hui, les faux cuirs, on ne peut pas appeler cuir d'ailleurs, c'est encore plus polluant que du cuir animal qui est un déchet de la viande, mais moi je mange pas de viande, alors comment on fait? Donc il y a des sujets du coup où on est très lent parce qu'on préfère pas faire plutôt que faire à moitié ou mal. Et donc du coup c'est comment on gère cette lenteur avec le fait d'avoir envie de développer et de grandir. Donc heureusement pour l'instant ça marche. Mais c'est vrai, c'est gérer ce temps en fait qui est difficile, quand les matières, les recettes n'existent pas, c'est très excitant parce qu'il faut les inventer, mais en même temps ça prend plus de temps que prendre un truc tout fait et juste floquer un logo dessus, quoi. Et les deux autres, les difficultés ou les autres difficultés économiques, bien sûr, si on veut parler économie. Oui, parce que en tant que jeune marque, c'est très dur de trouver des revendeurs facilement après une ou deux collections, de pouvoir et de pouvoir vendre, de pouvoir se créer une communauté aussi facilement. Enfin, ça prend du temps tout ça. Et par contre, on a eu un grand avantage, c'est que par exemple, c'est vrai qu'on a commencé le projet l'année dernière, on a eu beaucoup de presse, ce qui nous a énormément aidé. Mais c'est pas assez, ça peut montrer une sorte de clé du succès, mais c'est pas ça encore. Donc c'est vrai que ça nous aide pas trop, mais on prend ça comme un challenge justement qui nous permet, aujourd'hui on est en train d'essayer de restructurer notre offre en permettant aussi de pourquoi pas faire des workshops, des ateliers justement au sein de grandes entreprises pour justement les sensibiliser à des questions sociales et environnementales et puis de hiérarchie aussi au sein de leurs entreprises. Donc on essaye d'inventer de nouvelles manières aussi de créer, de rendre notre système un peu rentable quand même. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'avoir une marque de mode vu qu'il y a tant de compétition aussi. Après j'espère que ça va venir avec le temps et que voilà, on est amené à peut-être monter en grade. Aussi, c'est vrai que quand on vient d'un background d'une école de design ou de mode, on a souvent envie justement de voir des pièces d'une collection un petit peu farfelue aussi. Et alors que il y a tout le côté commercial qui est finalement plus vendable, auquel on ne pense pas forcément quand on vient d'un background de designer. C'est pour ça que c'est chouette d'avoir un binôme qui soit plus un peu commerce que moi, quoi. Voilà. À mon tour, les obstacles, je pense que pareil, financier au départ, mais après je pense que à partir du moment où on décide d'entreprendre, de toute façon il faut accepter qu'il y a des obstacles parce que finalement c'est notre capacité à pouvoir rebondir tous les jours, c'est ce qui fait qu'on est entrepreneur, parce qu'à partir du moment où on baisse les bras dès qu'il y a le premier obstacle, ça sert strictement à rien de le faire parce que c'est tous les jours. Même parfois, moi j'ai l'impression que je suis maudit, je me dis mais c'est pas possible. Je me réveille chaque matin, même si tu lances une prod, c'est bien fait, etc. Tu as toujours un truc qui vient et qui fait que tu te réveilles le matin et tu dis ok, bon, ça va être compliqué aujourd'hui. Mais à côté de ça, c'est parce que je sais que maintenant ça fonctionne comme ça que je me dis ok, bon, aujourd'hui c'est difficile, mais c'est compliqué parce que j'apprends en fait finalement tous les jours. Et c'est ma philosophie, c'est de me dire ces obstacles-là, toutes ces barrières que je rencontre, etc., c'est un apprentissage pour moi parce que pour plus tard faire quelque chose de plus grand. Et à chaque fois, je garde ça en tête. Mais au départ, mon premier obstacle, c'était financier. Et tout de suite, je me suis posé la question comment je peux faire pour lancer ma première prod, faire mon site internet, etc. Lorsque je bossais dans le web, je savais combien ça coûtait un site internet et je savais qu'il n'y avait pas les moyens. Donc j'ai fait des recherches et aujourd'hui en fait on a des plateformes sur internet qui permettent de développer des sites internet assez facilement. Donc je me suis mis sur une de ces plateformes qui s'appelle Squarespace. Donc j'ai fait une nuit blanche, j'ai fait mon site internet et une fois que c'était fait il fallait faire un shooting photo, j'avais pas de pote photographe, etc. J'ai loué un studio, je suis allé avec un appareil photo, j'ai fait mes photos. Tout le temps c'est comme ça, il fallait financer ma première production. Ce que j'ai fait c'est que je travaillais, donc j'ai pris la moitié de ma paye, j'ai acheté mes tissus, j'ai attendu le mois suivant, j'ai payé ma production et ensuite j'ai mis mes vêtements en ligne. Et après il y avait aussi le réseau parce que j'avais pas du tout de réseau. Je venais de Villepinte, donc le milieu de la mode, Paris, etc. Je connaissais personne et je me suis pendant longtemps je me posais des questions. Je pensais qu'il fallait aller dans des soirées
aller dans des trucs pour rencontrer des gens, etc. Donc, et j'avoue que j'étais hyper kamikaze, j'allais sur des salons, j'allais rencontrer des créateurs de mode, j'allais les voir, je parlais avec eux, etc. Et en fait, très vite, j'ai compris que ça servait strictement à rien et je me suis concentré sur ce que je voulais faire. Et on a aujourd'hui un outil qui est génial et dont tu as parlé tout à l'heure, c'est Instagram et les réseaux sociaux. Ça casse tous les codes. On a la possibilité en fait aujourd'hui d'avoir accès à des personnes. Il y a quelques années, c'était impossible de pouvoir les toucher. Ou même il y a des gens qui entendent parler de vous sans même que vous ayez à faire quelque chose. Et nous, grâce à Instagram, en fait, il y a tout un cercle vertueux qui s'est créé autour de la marque où il y a des influenceurs, des Instagrammeurs qui ont posté des photos, qui ont acheté nos pièces. On a des célébrités aussi qui ont posté, pas mal de presse. Et tout ça, en fait, ça a fait qu'il y a quelque chose de positif qui s'est fait autour de la marque. Et après, voilà, moi, je crois en quelque chose de mystique autour des entreprises, autour des projets, parce que à chaque fois, en fait, lorsqu'il y a un obstacle ou quelque chose qui arrive, eh ben, il y a toujours une clé, quelque chose qui vient pour débloquer la situation, etc. Et même lorsque la marque a été lancée, parce que je pense qu'on a essayé d'être sincère et authentique depuis le départ, et je pense qu'à partir du moment où on est sincère et authentique, on fait quelque chose qui nous ressemble, et ben, tout se met en route pour nous aider à accomplir notre mission. Et moi, je vois, en tout cas dans ma vie de tous les jours, à travers mon projet, c'est ce que je réalise tout le temps. Et c'est ce qui me donne foi en ce que je fais et me donne envie de dépasser mes limites. Et c'est pour ça que je dis que ça devient mystique, parce que je me retrouvais pendant mes 2 premières années à travailler tout seul sur la marque. Et quand j'allais en rendez-vous, etc., les gens pensaient qu'il y avait une équipe de 10 personnes, alors que je travaillais tout seul. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est parce qu'en fait, on est tellement motivé, on croit tellement en ce qu'on fait, qu'on est capable de dépasser même nos propres limites intérieures. Et c'est ça qui était une force pour moi. On parlait même de les grandes marques, est-ce qu'on n'est pas frustré? Mais en fait, c'est ce feu-là, et elles l'ont pas trop en fait. Et si elles réfléchissent à un partenariat avec une grosse star de foot ou machin, ça va être des équipes entières qui coûtent des millions, qui vont réfléchir à un contrat, voilà. Et puis nous, pendant ce temps-là, on a croisé la personne dans la rue et on lui court après, quoi. Enfin, moi, ça m'est arrivé en vrai avec Angèle. Il y avait ma stagiaire qui revient et qui me dit, il y a Angèle dans le quartier, je l'ai vue il y a 10 minutes, rue du Faubourg Saint-Denis. Là, mon cœur s'est arrêté parce que vraiment, j'adore, quoi. Ok, moi c'est mon âge, mais et du coup, en fait, on lui a fait un paquet cadeau avec mon sweat préféré et on est parti à sa recherche, quoi. Et en fait, on a passé 45 minutes dans le 10e, dans toutes les rues. Et je pense qu'il n'y a que quand on est à fond dans son projet qu'on fait ça, quoi. Et elle était à une terrasse de café, on l'a trouvée. Et alors là, c'était dur parce que j'ai fait là. Salut, je suis désolée, on me sent un peu seule. Et elle avait vraiment, je t'adore et tout, ça serait. Enfin, bah voilà, ça c'est ma marque, pinana. Et en fait, après, j'ai mis une semaine à oublier ce moment. Et après, bon, je passais à autre chose. Et 2 semaines plus tard, stories d'Angèle, elle est en sweat, elle fait 10 stories. Et après, elle part sur énergie, chanter sa chanson en live dans notre truc. Il y a marqué patine pendant 7 minutes. Enfin, bon, moi, j'ai failli mourir de... Enfin, je pense que ça, c'est une force. On ne peut pas construire sa marque que là-dessus. Il faut de l'argent, il faut structurer, il faut de la gestion, il faut gérer les appros, enfin tout ce qui est vrai. Mais à côté de ça, par contre, ce feu-là, c'est ça qui fait la différence à la fin, quoi. Et aussi, je pense que le fait que dans le projet, il y ait dans tous ces projets-là, il y a des vraies raisons de le faire qui sont apporter une pierre positive, quoi. C'est changer un petit peu comme on peut. Ça fait aussi que l'entourage, la communauté, nos clients, les influenceurs, comme tu dis et tout, sont beaucoup plus prêts à nous aider et même gratuitement par rapport à un projet qui n'a pas de sens en fait. Parce que normalement, quand vous êtes, moi j'ai travaillé pour d'autres marques avant, on vous demande tout de suite de l'argent parce que vous en avez et que vous êtes gros et que de toute façon vous êtes juste là pour refourguer votre truc. Donc par contre quand vous dites voilà j'ai pas un radis, mon projet il est chambé, je vais te montrer pourquoi, mon produit il est beau et tout, carrément attends, et puis même ça devient à la mode d'être green, hein. Ça devient à la mode quoi, ça devient le nouveau cool parce que ça change. Donc du coup on dit attends t'es ma caution green là, vas-y file ton sweat, regardez moi aussi. Voilà. Donc on est quand même aidé par ça quoi. Surtout, on n'a rien à perdre. Enfin, moi, c'est ce que je me dis toujours. Ça, en fait. Je viens de nulle part et j'ai rien à perdre. Donc, il faut le faire. De toute façon, ça ne me coûte rien. Donc, Je pense un peu, comme vous avez bien dit, ça à tout le monde. Comme le magazine, à la place pour les grosses magazines, de faire 1 mois de parler de mode éthique, de faire tous les mois et c'est aussi eux qui vont changer ce qui est cool ou pas cool. Si on voit plus des marques éthiques et durables ou les marques qui ont des valeurs différentes,
on voit plus ça que les autres et on oublie un peu. Pas oublier, il faut pas oublier, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça va surtout s'inverser, ça va être j'aimerais bien mettre mes chaussures, mais j'ai l'impression qu'elles sont fabriquées en Chine par des enfants. Donc, du coup, le plus qu'on est éduqué, le moins qu'on pense. Oui. Ça c'est pour Sébastien. J'ai pas entendu. Où est-ce qu'elles sont faites les baskets? Les baskets, ouais. Les baskets déjà. Déjà, oui. Ouais, nous on travaille au Brésil. Que au Brésil? Ouais, que au Brésil. En fait, on a choisi parce qu'il y avait toutes les matières premières, dont on avait des matières premières écologiques sur place, c'est-à-dire qu'on va dans la forêt amazonienne trouver le caoutchouc, on va dans le nord-est et au nord-est du pays, un très pauvre, acheter du coton bio, c'est-à-dire du coton sans pesticides, sans engrais, plus écologique, sur des principes de commerce équitable, c'est-à-dire des contrats avec les producteurs où ils sont beaucoup mieux rémunérés, genre 2 fois le prix normal, et après on produit dans le sud du Brésil, qui est comparable à l'Europe en termes de pouvoir d'achat, niveau de vie. Ils bossent 40-41 heures par semaine, les ouvriers. En Asie du Sud-Est, ils bossent entre 70 et 90 heures par semaine, dans des conditions déplorables, etc. Au Brésil, c'est beaucoup plus comme l'Europe. C'est un peu moins cher que l'Europe, enfin un peu moins cher que la France, mais ce serait comme le Portugal, là où on bosse. Du coup, c'est un niveau, je ne dis pas que tout est merveilleux, hein, mais j'avais rencontré les boss d'H&M par exemple, et ils me disaient vous êtes chiant, à chaque fois vous critiquez, etc. J'aurais dit moi j'ai une question pour vous. Vous gagnez des millions, mais j'ai une seule question. Est-ce que vous enverriez vos enfants travailler dans les usines que vous faites travailler pour vendre vos vêtements? Et le mec me regarde en me disant bien sûr que non. C'est hyper dangereux, c'est hyper sale, c'est des gens pauvres. Je dis voilà, en fait tu as répondu à ma question. Tu fais des choses dont tu n'es pas fier. Tu fais des choses, tu ne peux pas tout montrer. Et à partir du moment où tu ne peux pas tout montrer, je trouve qu'on s'engage dans une spirale plus difficile. En tout cas, moi je trouve que l'avenir, il est dans la transparence, il est dans le fait de pouvoir parler de tout montrer, dire comment les choses sont faites. Après, ça te paraît peut-être un peu utopique, mais en tout cas, nous, c'est la voie qu'on essaie de poursuivre. Juste me permets, je suis dans le textile aussi, du coup je connais H&M, elle a digitalisé beaucoup de choses. Néanmoins, je trouve qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas le droit aussi au changement? Il y a beaucoup de marques qui se sont créées sur un business model qui est de masse, c'est sûr, c'est leur business model aujourd'hui. Et je pense qu'en changer, ça prend du temps. Tout comme quand récemment, vous disiez justement, ça prend du temps de voir des décisions qui sont prises. H&M, je suis d'accord, au niveau socialement, il y a peut-être encore des améliorations à voir. Néanmoins, il y en a. Pas peut-être. Non, mais il y en a, mais ça fait partie des marques de fast fashion qui ont, je trouve, une stratégie sociale et environnementale des plus abouties, avec des gros enjeux sur 2020, 2025, etc. Ils déboursent des millions aussi dans la recherche et l'innovation. C'est comme les politiciens. C'est-à-dire, les promesses, finalement, n'engagent que ceux qui les croient. Non, mais ils font beaucoup. Oui, mais dire en 2025, moi je me rappelle en 2002, je suis un peu plus vieux que vous, en 2002, en 2002, Nike disait, en 2012, tout notre coton sera bio. En 2012, il y avait 0,1% du coton qui était bio. C'est-à-dire que les effets d'annonce, je trouve que, même vous, la génération qui arrive, ne les croit plus du tout. Moi, je trouve qu'il faut parler de ce qu'on a fait, de ce qui est fait, et des moyens qu'on s'est donnés d'y arriver déjà dans le passé. Pas de ce qu'on va faire en 2025 ou 2030 ou 2035. Après, on ne critique pas H&M, on parlait juste de grandes marques, et de grandes marques qu'on connaît tous, et de la façon dont ils pourraient travailler mieux. Après, le changement, ça reste selon chaque marque, et je n'ai pas d'attaque ni de leçon à donner. Ils ont une entreprise qui gagne des milliards, à eux de savoir comment faire. Après, si vous connaissez bien et que vous êtes allé visiter les usines, etc., je suis curieux de... Je n'ai pas visité spécialement les usines d'H&M, après j'ai voyagé en Chine, en Bangladesh, etc. Je suis d'accord, les conditions sont déplorables. Après, le textile représente, je crois, près de 70% du PIB du Bangladesh. Donc typiquement, c'est une zone sur laquelle simplement se dire on ne produit plus au Bangladesh, c'est aussi abandonner les gens là-bas.
Et tout le raisonnement est de se dire peut-être pas ne plus produire là-bas parce que le Bangladesh, le Rana Plaza, etc. Mais comment faire mieux là-bas en fait. Pour corréler ce que vous dites, moi, ça me dérangerait pas que les vêtements soient produits en Bangladesh et vendus au Bangladesh. Mais là, ils sont produits au Bangladesh avec des gens qui gagnent des salaires de misère pour être vendus à qui? Ici, à nous. Enfin, pour 99 ou 98% de la production. Donc c'est là la différence, c'est là le différentiel qui ne fonctionne pas. Enfin, selon mon point de vue, encore une fois, c'est pas la vérité. C'est seulement la mienne. C'est pour ça que je vous rejoins sur cette question-là, parce que par exemple au Bangladesh, l'industrie textile est l'industrie dominante. Donc s'il n'y a plus de sweatshop et s'il n'y a plus de grosses usines, eh ben, il y a toute une partie de la population qui n'aura plus de job et qui sera encore plus misérable qu'aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas plus. Pourquoi pas doubler, tripler, quadrupler les salaires? Non, mais bien sûr, mais c'est ça là où on en vient et c'est là où on doit faire du changement. C'est pas en abolissant des sweatshops, mais c'est en changeant le système de l'usine à l'intérieur de manière économique pour la santé des ouvriers aussi, pour enfin, voilà, leur bien-être et en les questionnant bien sûr, en faisant une vraie communication. Mais c'est pour ça que je ne pense pas qu'H&M sera amené à être démoli parce qu'aujourd'hui. Je sais rien, mais je ne veux pas démolir. Non, mais en fait, comme on disait, c'est-à-dire c'est des industries qui sont dominantes, qui sont même presque politiques en fait, et qui travaillent aujourd'hui avec les plus grands politiciens pour changer justement leur industrie. Et tout ça, ça prend du temps. C'est des business models qui ont pris des années à quand même. Le problème, c'est qu'en fait, c'est du passé, mais on est habitué tellement de gens à consommer, presque un vêtement par semaine finalement. Enfin, il y a tous les gens, oui, tout le monde consomme avec excès. Donc le but maintenant, c'est pas de penser à comment abolir. Est-ce que H&M va marcher ou pas, plus tard, mais c'est plutôt quelle sorte de système on va pouvoir amener aux consommateurs. Parce que si on nous a habitués finalement à consommer de cette manière, est-ce qu'on doit moins consommer? Bien sûr, mais est-ce qu'on va vouloir faire ça? Je ne sais pas. Donc, non, parce qu'aujourd'hui, par exemple, Instagram pour les marques de mode, c'est le médium le plus important aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de personnes qui achètent même des vêtements pour Instagram. Alors, moi, je crois beaucoup en quelque chose. C'est le vêtement virtuel. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est génial. C'est-à-dire, tu envoies ta photo sur... Il y a un magasin qui est en ligne qui a fait ça. Tu envoies ta photo sur Instagram. T'as une photo, ils te mettent un vêtement. Et au lieu d'acheter un vêtement, tu achètes ta photo Instagram. Ça paraît absurde, mais j'en suis sûre que ça va être le futur. Moi, je pense que c'est quand même compliqué. Ça prouve un problème de société. Oui, ça prouve un problème de société. Mais en même temps, ça prouve un problème de société. Mais pourquoi on crée tous nos marques? Pourquoi on veut que tout le monde sorte du prêt-à-porter? C'est bien pour quelque chose aussi. Moi, je pense que c'est qu'il y a un problème profond au niveau de la société qu'il faut résoudre et pas justement proposer des choses pour combler Mais qu'est-ce qu'on crée? On crée des vêtements expressifs et on crée du prêt-à-porter. Donc du coup... Oui, mais pour répondre à des problèmes qui sont sociétaux, la finalité elle est là. Et lorsqu'on parle du Bangladesh, etc., on ne parle pas de fermer toutes les usines, mais d'être plus juste. C'est ça qu'on veut nous. Parce que je pense que augmenter les inégalités entre les riches et les pauvres, ça crée des gros problèmes au niveau de la société, au niveau du monde. Et c'est comment on arrive à réduire ces inégalités. Et c'est là où elle est la question. Oui, mais je pense que, si je peux me permettre, vous, en tant que marque, on a finalement un engagement non seulement dans le type de consommation, mais on doit avoir un engagement politique aussi. Et de faire changer les lois locales, ne serait-ce qu'au Bangladesh, en imposant le système de production et en ayant l'appui, on va dire, de ces pouvoirs politiques, en fait, finalement. C'est-à-dire, non, on ne produit pas différemment, mais on vous propose d'autres systèmes. Et je pense que ça passe par là aussi. Il y a plusieurs champs d'action et je pense qu'on a le moyen de le faire. Mais je crois que ce qui est important, c'est aussi de vraiment se rendre compte aussi à qui on s'adresse. Qu'est-ce qu'H&M, justement, Zara, etc. ont créé? Pourquoi ces marques ont marché et pourquoi elles continuent à marcher aujourd'hui? Parce que malgré tout, on a autant de consommateurs d'aujourd'hui qu'il y a 10 ans. On a un problème aussi de pouvoir d'achat. Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat.
même si on a envie peut-être de consommer moins et mieux, la réalité est là et on s'adresse finalement à une niche. Et voilà, donc le but c'est quand même d'ouvrir cette niche au plus grand nombre. Et alors comment on fait? Voilà. Avant tout, c'est un problème d'éducation. Il faut en fait déconstruire ce qui a été construit. Et je pense que ces jeunes sont ravis d'être là et ne connaissaient pas évidemment la marque. Ils vous posent des questions quand même hyper intelligentes en disant mais c'est quoi la différence avec Nike? Finalement, ça reste une basket. Je pense que c'est plutôt ouvrir les esprits que chacun. Moi, j'ai carrément changé en mode de consommation. Moi aussi, je l'ai comme ça. J'ai un vêtement épuisé, dès qu'il y a une nouvelle collecte. J'ai acheté sans savoir pourquoi je l'ai acheté, j'ai mis back, en fait finalement quelqu'un qui dit pour moi je l'achetais, etc. Et le fait d'avoir rencontré Tactile, d'avoir rencontré les trucs, c'est-à-dire en fait finalement ce que j'achète a un impact. Et est-ce que j'ai envie finalement de me désengager de ces réflexions parce que je m'en fiche, je ne suis pas selfish. Donc je reste dans ma petite bulle de privilégié, etc. Ou finalement j'ai juste envie de participer à changer la vie de quelqu'un ou avoir un impact sur l'environnement parce que en fait, ce qu'il faut acheter, c'est que quand on parle de green, derrière les green, il n'y a pas juste l'environnement. C'est ce que je disais, c'est vraiment donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir changer de vie, lui apporter des meilleures conditions de vie. Parce que oui, il y a quelqu'un qui assemble vos t-shirts et est-ce que vous pensez que c'est raisonnable en effet de payer 3 € un t-shirt, se dire finalement au bout d'un lavage, je vais devoir le jeter, puis l'arracher. C'est 3 € plus 3 € plus 3 € parce que vous consommez quand même très régulièrement. Elles sont chronophages, mais j'étais pareil, je l'oublie. Et du coup, 3 € plus 3 €, faites vos comptes à la fin du mois de ce que vous dépensez chez Zara. Est-ce qu'il n'est pas mieux d'acheter un t-shirt finalement qui aura rétribué tout le monde à sa juste valeur sur l'ensemble de la chaîne de production et qui au final coûtera peut-être moins cher que vos 3 € cumulés à la fin du mois. Et en fait d'avoir en plus quelque chose hyper looké parce que la green c'est plus je fais le choix soit de la production éthique et puis du coup je mets de côté mon style, absolument pas, ça c'était avant, c'était il y a des années, c'est plus le cas. Tactile et Maison Châteauroux en sont la preuve. Allez faire un tour sur leur site, vous verrez qu'on n'a plus besoin de choisir, et déjà évidemment, qui est notre alternative à la sneaker. En fait, il faut juste vous poser des questions, il faut réapprendre à se poser des questions et arrêter de consommer parce qu'on nous dit que c'est cool de consommer. Et après, si vous continuez à acheter Nike, it's what? Au moins vous aurez eu la démarche de vous poser des questions, et moi je me suis sentie libérée de pouvoir reprendre le fil de ma consommation. De dire en fait aujourd'hui, ouais je consomme, mais si je consomme Nike, c'est parce que j'ai décidé. Et pas juste parce que je pense que c'est hyper important, c'est ça, c'est qu'il faut être acteur de sa vie. En fait, c'est qu'on a l'impression, même pour H&M, qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Alors que finalement on peut être acteur et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier, même toujours. Et en tant que, là je parle en tant que banlieusard et même pour vous, enfin on le voit, les modèles de réussite, etc., c'est des gens qui ont décidé d'être acteurs de leur vie, c'est des gens qui ont décidé de ne pas subir en fait. Et c'est ça qui est hyper important et qu'il faut garder en tête comme philosophie, mais dans la vie de tous les jours. Et je pense que ça s'applique à la fois dans sa façon, comment on va chercher du travail, est-ce qu'on veut réussir nos études, est-ce qu'on veut être artiste, est-ce qu'on veut être, je sais pas, musicien, qu'est-ce qu'on veut faire dans nos vies. Et en fait, finalement, ça dépend que de nous et il faut s'écouter, au fond. Et clairement, et puis en plus, aujourd'hui, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de changer. Tout à l'heure, tu parlais du prix et je te rejoins sur ça. C'est vrai qu'il y a des prix qui sont élevés, mais aujourd'hui, même ça, c'est en train de changer parce qu'aujourd'hui, les prix sont élevés parce que beaucoup décident d'avoir des revendeurs et lorsqu'on décide d'avoir des revendeurs, c'est une autre stratégie qu'il faut adapter, donc il faut avoir des marges qui sont plus élevées parce que tout le monde doit gagner de l'argent et aujourd'hui, beaucoup décident de vendre en direct. À partir du moment où on décide de vendre en direct, et bien là on casse les marges et puis du coup on arrive à avoir des prix plus accessibles. Donc là je pense qu'on est en pleine bascule, il y a plein de choses qui sont en train de changer, mais ça se fait progressivement. Et tout à l'heure on parlait de l'éducation et le fait d'être conscient et de savoir tout ça. Je pense que même si aujourd'hui on n'a pas les moyens ou vous ne pouvez pas consommer ça, c'est important de le savoir en tout cas. Après le jour où on a la possibilité de le faire, et ben, je pense que c'est bien de pouvoir le faire. Après personne ne force
qui que ce soit à faire. Et il y a 1000 manières d'être sûr, durable. Il y a des manières beaucoup moins chères aussi. Hein. Il y a le vintage. Aussi, passer un peu de temps dans les friperies et tout. Je suis sûre qu'il y en a les déjà habits, plein qui les font habits chez des nous. grands frères. Pour moi, là, le vintage, l'occasion, il y a déjà tellement d'habits que c'est ça qui va remplacer Zara et H&M. C'est ces trucs-là qui valent le même prix que Zara et H&M, mais qui sont dans des belles matières. Voilà. Après, il faut faire attention parce que le vintage d'aujourd'hui, il est cool, donc prenez-le. Parce que le vintage de demain, ça va être les vieux trucs Zara et H&M, ça va être dégueu. La valeur, elle baisse, quoi. C'est même un vrai problème économique pour la France, parce qu'il n'y a plus de valeur de seconde main. Mais il y a 1000 façons de contribuer, et il y a aussi en consommant pas du tout, ou moins, ou en reportant ces trucs, en les usant avec classe. Enfin, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'acheter non plus, et on dit consomme-acteur, quoi, être conscient de sa consommation, mais l'engagement, il se limite pas du tout à être des... Là, on parle de marque, donc forcément, on parle de consommation, mais vaut mieux peut-être porter un truc Zara et puis passer du temps dans une assoce et s'informer politiquement. Et voilà, il y a 1000 manières de faire, c'est pas juste être... on peut être un parfait connard, hyper bien habillé avec des marques bobo, cool, durable, donc il faut faire attention aussi, quoi. Merci beaucoup. On doit livrer le stage, je pense. Merci beaucoup pour toi d'avoir venu.